Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Vous êtes sans ignorer que l'heure est grave. Il est très grave. La situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo s'enlise, avec en toile de fond cette agression rwandaise, avec des M23, des colibés, des attaques, la convocation de l'ambassadeur du Rwanda, qui j'aurais appris, qui avait d'ailleurs botté en touche cette convocation, les propos menaçants de Kagame, la réplique du gouvernement congolais. Que se passe-t-il dans l'Est? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette situation précaire, cette situation qui endeuille nos familles dans la partie est de la République démocratique du Congo? Il y va de l'intérêt de toute la nation, de chaque Congolais, d'apporter sa pierre. Raison de ces émissions que nous faisons ces derniers temps pour mobiliser, galvaniser le peuple, mais aussi crever l'abcès, savoir il s'agit de quoi là-bas et il faut quoi pour résoudre cette situation. Mais avant cela, je veux vous dire qu'on a un petit souci, et vous le savez assez bien, que la presse est en colère depuis ce lundi où le confrère Yves Bouya a été transféré à Makala. Les journalistes sont conviés ce mercredi à 10 h à Fatima, où une déclaration va être faite, une communication importante sur la situation de Bouya, où les journalistes prendront date avec l'histoire sur des mesures draconiennes à prendre, parce qu'il y va de notre responsabilité. Défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Yves Bouya est en prison, j'y ai été. Rien n'exclut que j'y retournerai à tout moment. Parce que lorsqu'on est sous un régime d'injonction, sous un régime où on veut museler la presse, sous un régime où on ne veut pas de la liberté d'expression, lorsqu'on est dans un régime pareil, beaucoup se retrouveront en prison, beaucoup seront exilés. Mais ceux qui seront en prison, ceux qui seront exilés, seront ceux qui auront de la chance, parce que beaucoup se retrouveront au cimetière. Mais cela ne peut altérer la détermination de chaque journaliste. Le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression et d'opinion garanti par la Constitution. C'est un droit qui restera alors jamais négociable. Il y va de l'avenir de la profession et de chacun de nous. Parce que n'oubliez pas, ni la peur, ni le doute ne pourront nous faire reculer face à cette détermination que nous avions prise d'apporter aux Congolais de la vraie information. Mon nom est Peter Tiani, j'ai dit. Dans cette émission, j'ai un invité. Il est élu de Bunia, dans l'Est de la RDC. Il connaît assez mieux la situation de l'Est. J'ai voulu l'avoir parce que je reçois souvent des politiques ici à Kinshasa qui réfléchissent de ce qui se passe. Mais je voulais avoir quelqu'un non seulement qui est de là, mais qui est élu de là. Ce à qui Mbosso a une fois dit quitter les groupes armés. Qu'il nous dise un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Cette question a commencé quand? Cette question vient d'où? Que devons-nous faire aujourd'hui? Vous connaissez son franc-parler. Il n'a jamais sa langue dans sa poche. L'honorable Gratien Irachal. Bienvenue. Merci beaucoup. De Saint-Nicolas. Merci. Comment vous allez, honorable? Je vais un peu bien, un peu mal à l'aise. Bon, mais ça va. Un peu mal à l'aise, pourquoi? Ouais, mais vous savez qu'avec l'actuelle condition que nous vivons à Kinshasa, des tracasseries partout, la police, et parfois quand on voit comment ça se passe... J'ai appris qu'on a arrêté votre véhicule pendant que vous veniez à l'émission. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Vous, député, on vous a arraché la voiture? Non, en fait, c'est juste... Bon, ils ne savaient pas parce que moi, je travaille avec plusieurs voitures. Et ils pensaient que c'est la voiture d'un civil, de quelqu'un qui n'est pas député. Et je me suis stationné quelque part, quelques 3 minutes. Et ils sont venus remorquer le véhicule, ils ont amené au Kalufungula. Bon, ils ont fait leur travail, mais je vais porter plainte à l'auditorat militaire. Parce qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on sache... Si ce n'est pas mauvais de remettre de l'ordre dans la ville, mais il faut qu'on sache dans quelle zone alors il y a interdiction de stationnement. Vous n'allez pas piéger les gens, quelqu'un s'arrête un peu et puis vous ramassez son véhicule
et vous taxez l'amende de 300 $ et quoi, tout ça. On doit avoir des panneaux indicateurs qui montrent qu'ici, on ne stationne pas, ici, on stationne. Et c'est partout dans le monde comme ça. Mais on ne doit pas avoir maintenant des gens qui se dissimulent, qui vous piègent. On voit juste que vous avez laissé les véhicules les pieds en vraie remorque et vous allez payer des amendes. Ça doit C'est bien dommage. Ouais, Hein? ça, c'est bien dommage. Mais j'ai pris la moto, hein, ne vous en faites pas. Moi, Oh! je suis un Congolais, comme tout le monde. Donc, Oui, j'ai pris la moto parce qu'il ne fallait pas que je manque l'émission. À cette émission. C'est une émission vraiment capitale. Et je salue tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Parce que votre dernière sortie médiatique ici, c'était chaud quand même. Non, mais Tollé général dans le réseau. Ouais, je ne fais que faire mon travail. Et donc, on doit continuer. Donc, je salue tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la RDC, parce que la diaspora congolaise, elle nous appuie beaucoup. Hein, parce que souvent, parfois, nous, à l'interne, ici, nous dormons, mais eux, ils sont toujours éveillés. Avec leur pression. Oui, avec leur pression. Donc, je salue tout le monde et je salue particulièrement tous ceux qui me suivent. Vous êtes Ensemble pour la République? Ensemble. Parti cher du chairman Moïse Katumbi Chapoué. Oui, mais je suis leader de quota d'Ensemble pour le changement, mais nous sommes en train d'émigrer vers Ensemble pour la République. D'accord. Avant de prendre l'Est, une information quand même, je ne peux pas, parce qu'on veut faire taire la presse. Hein. Donc il est aujourd'hui difficile de dire des choses à la télévision. Mais une information quand même que je ne peux pas faire passer, c'est, on apprend que juste après la manifestation d'un parti du gouverneur de la ville, Gentile Ngobila, après sa sortie médiatique et sa manifestation de son parti politique où il a fait une mobilisation, après on apprend qu'il y a la disparition, on a cambriolé la régie financière provinciale, 500 000 $. Sans enquête, on apprend que 500 000 $, on a cambriolé et perdu. Bon. Je ne veux pas trop attaquer, sinon il y a une plainte qu'on va m'arrêter. Mais vous en pensez quoi? Bon, là, on apprend que 500 000 $ a disparu. Tout juste après une manifestation. C'est ce que je pense et qu'on ne peut pas retrouver 500 000 $ dans un bureau. Notre recommandation actuellement, je ne sais pas règlement, mais en fait, au niveau de la Banque centrale ou du ministère des Finances, actuellement, on demande à ce qu'on n'ait pas plus de 10 000 $ de cash. De cash. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse avoir. Comment on peut avoir 500 000 $ à un endroit? Ça devait être en banque, logiquement. Et même si vous avez moins de cash, moins de 10 000, et en matière de procédures administratives, il y a les coffres forts. Oui. Et les coffres forts, souvent, il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler sur la combinaison. Souvent, c'est 3. Donc, c'est difficile qu'on puisse venir dans une maison officielle comme le gouvernement provincial ici. Le gouvernement provincial, qu'il n'y ait pas de garde. Dévalisé, on n'a pas tué militaire, personne. J'espère qu'il y avait un coffre fort, on a brutalisé les policiers, on a cassé les coffres forts. Sans enquête, on nous a dit que 500 000 a disparu. Mais déjà, avec 500 000, c'est un problème, parce que l'argent, 500 000 devrait se retrouver à la banque. C'est pour cela, toujours, on demande à ce qu'on paye la taxe à la banque. Et donc, on a besoin de cet argent pour les gens dans l'Est, pour nos militaires qui meurent dans l'Est. On a besoin de cet argent. Une fois ici, je l'ai dit, on a retrouvé 13 millions de $ dans un bureau encore ici. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire. Comment vous allez retrouver 13 millions de $ en cash, en liquide, dans un bureau? Ça ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes. Et normalement, la réglementation de la Banque centrale... Un mot pour les journalistes. Bouya, en prison. Bon, moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. Je sais que... Vous avez beaucoup de succès dans l'Est. Hein? Oui, quand vous vous attaquez aux journalistes, sachez que vous freinez l'évolution du pays. C'est ce qu'il faut avancer les pays, la démocratie, c'est le journalisme. En fait, ce sont les communicateurs où, je dirais, il y a des organes, même chez nous, il y a des organisations qui appuient la démocratie, notamment les CNDH, donc la Commission nationale des droits humains, la commission nationale des droits humains, mais il y a aussi les médias. Hein, c'est comme ça, les deux là accompagnent la démocratie. Donc, quand vous vous attaquez à ces deux institutions d'appui à la démocratie, on n'est plus dans la démocratie. Là, il faut vraiment faire attention. Donc, on doit plutôt recadrer les journalistes à travers l'autorité des médias, mais aussi à travers les structures existantes comme INPC. INPC ou une commission de discipline existe. Oui, exactement. Et là, vous recadrez ces journalistes. Mais si vous allez jusqu'à les arrêter, attention, est-ce qu'ils sont passés par les étapes où vous les avez reprochés? Est-ce qu'ils sont passés par la commission? Non, et pour quelle arrestation? On t'enlève dans la rue, hein, quelqu'un qui est dans son véhicule, sans mandat, sans convocation, on vient, on l'arrache le véhicule, on l'arrête, on l'emmène, on va les jeter en cachot. Si c'est tel que vous le dites, c'est comme ça qu'on a arrêté Yves Bouya. On a d'abord enlevé dans ce véhicule, on a même arraché le véhicule, on est parti avec lui, on lui a montré un mandat sur place, et puis on est allé les jeter au parquet quand il y a eu des coups de fil, des pressions ont commencé. Est-ce qu'on a respecté la procédure? Aucune procédure respectée. Oui, bon, aucune. Ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Hein.
Bien dommage. Allez, on va aller dans l'Est. Ça ne va pas nous empêcher d'apporter notre soutien comme compatriotes dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas les individus qui nous importent, c'est d'abord le Congo, notre bien commun. Honorable, vous êtes élu de Bunia. Je vais avec vous que nous ne soyons pas émotionnels et sentimentaux, mais que nous allons vraiment sur l'historique pour aboutir à des propositions et des pistes de solutions. Dites-nous, honorable, cette situation de l'Est, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé quand? C'est dû à quoi? Quelle est la vraie réalité de la situation de l'Est? Bon, la situation, je commence d'abord par compatir avec toutes les victimes à l'Est de la République. Et ce ne sont pas seulement les gens qui habitent l'Est qui sont des perdants. En fait, c'est toute la République démocratique du Congo qui vit dans l'Est. Il y a toutes les tribus à l'Est. Et je rends hommage à tous les militaires qui sont en train de combattre au front. Nous voyons forces armées. Les forces armées, la police qui travaillent dans des conditions parfois compliquées. Moi, j'ai eu à sillonner toute la partie Est. J'ai visité les fronts, que ce soit en Ituri, que ce soit à Beni, que ce soit dans la région de Sud Kivu, même jusqu'à Minembwe. Nous sommes allés avec l'ancien ministre de la Défense, Ngoïmou Kenapé, à son âme. Qui vient de décéder. Oui, nous sommes allés avec lui partout au front pour voir ce qui s'est passé. Et donc, je sais que nos forces armées travaillent dans des conditions très compliquées et je ne peux que leur jeter des fleurs et leur rendre hommage par rapport à ce travail-là. Alors, la situation, les malheurs de l'Est, les problèmes de l'Est, c'est que nous sommes victimes de deux peuples qui se battent sur la terre congolaise. Okay. Il s'agit de la communauté Tutsi de Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il y a deux ethnies. Il y a les Tutsi et il y a les Hutus. Ils sont au Rwanda. Oui. Alors, les deux ethnies se battent. Ils se battent pas au Rwanda, mais en RDC. En RDC, plus précisément à l'est de la République. D'accord. Et donc, nous ne faisons que vivre les différentes conséquences de leur bataille. De leur bataille chez nous. Chez nous. Okay. Alors, comment on en est arrivé là? Ils laissent leur territoire et ils viennent se battre chez nous. C'est à partir de 1994. Donc, 1994. Vous savez qu'il y avait eu génocide au Rwanda. Et lorsqu'on a bombardé l'avion de Habyarimana. Oui. Et c'est alors que Kagame, qui était rebelle à l'époque, a avancé avec ses troupes pour conquérir Kigali, le Rwanda. Okay. Il est devenu président. Quand il est devenu président, il y a eu génocide. Donc, quand il venait au pouvoir, il y avait le génocide. Donc, les Tutsis s'entretuaient avec les Hutus, les deux ethnies. Oui. Les Hutus étaient au pouvoir avec le président Habyarimana. Et les Tutsis n'étaient pas au pouvoir. La plupart des Tutsis étaient en exil. Même chez nous ici au Zaïre. Parce que même chez moi en Ituri, ils étaient là nombreux. À Lubumbashi, ils étaient là. Même à Kinshasa, partout. Ils s'étaient éparpillés. Ils étaient aussi à Tanzanie. Ils étaient aussi en Ouganda. Le président Yoweri Museveni, le même ici, va accompagner cette rébellion en fait. Oui, la rébellion armée des Tutsis. Okay. Et il va faire en sorte que Paul Kagame, avec qui il a combattu au Maki pour prendre le pouvoir en Ouganda en 1986. À un moment donné, on avait surnommé même Kagome. Oui. À l'époque, oui, dans l'histoire. Bon, ouais. Donc, ils ont combattu ensemble avec Kagame pour prendre le pouvoir en Ouganda. Et c'est alors qu'on va appuyer aussi Kagame pour prendre le pouvoir au Rwanda. Ce sont donc les Tutsis qui vont combattre les Hutus qui étaient au pouvoir, les Hutus qui étaient au pouvoir. Et comme les Tutsis étaient bien organisés, bien outillés, il y aura un massacre qui va s'en suivre jusqu'à ce que les Tutsis vont remporter la victoire. Ce qui va faire en sorte que l'armée qui était au Rwanda, constituée essentiellement de l'ethnie Hutu, va se joindre à tous les civils Hutus pour quitter le Rwanda. C'est avec ça qu'ils ont créé l'opération turquoise. Voilà, les Français ils vont venir avec l'opération turquoise pour essayer de trouver une solution, mais ils ne vont pas trouver la solution. Donc c'était l'armée des Hutus avec les civils Hutus. Oui, en fait, à ce moment-là, ce n'était pas l'armée des Hutus.
c'était le pouvoir où il y a une armée qui existe, une armée républicaine, mais le président c'était un Hutu, Abiyarimana. Ok. Alors, comme en Afrique, souvent quand on est président, on engage ses frères, on recrute ses frères dans l'armée. La plupart étaient des Hutus. Et maintenant, comme ils étaient vaincus, ils vont s'allier à des civils, ils vont fuir les territoires rwandais. Ok. Et ils vont entrer, ils vont aller, d'autres vont aller à Tanzanie, d'autres vont rentrer vers les Zaïre à l'époque. Ça, c'est en 94. Ok. Mobutu va chercher, notre président Mobutu à l'époque, va chercher à résister. Mais il y a le droit international humanitaire où on ne peut pas refuser à un réfugié de pouvoir aller en exil, donc de pouvoir se cacher, trouver refuge. Alors, il y aura justement cette foule qui vient du Rwanda, qui va entrer. Il y a une image, on voit vraiment une grande foule avec armes et munitions, Voilà. bagages. Mais normalement, on devrait démobiliser tous les militaires à la frontière et donc ils vont trouver refuge sans armes. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a jamais su jusqu'aujourd'hui. Oui. Ces éléments rwandais, Hutus, sont entrés avec des armes au Congo. Quand ils sont entrés, ils sont allés vers les camps à Goma. Et à l'époque, les camps abritaient donc des militaires, des ex-militaires Hutus qui avaient fui le Rwanda, avec des civils Hutus qui ont fui le Rwanda. Alors, à cette époque, le premier ministre c'était Kengwa, donc qui est encore vivant, qui peut témoigner. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule quand il cherchait à ce que ces réfugiés rentrent chez eux au Rwanda. La régie pourra nous aider avec cette vidéo, oui. Oui, on pourra même trouver ces sons-là ou cette vidéo. Alors, justement, il y a eu des problèmes. Les réfugiés qui sont entrés, il y avait de ceux-là qui étaient armés. Alors, le pouvoir Tutsi, ou le pouvoir qui est arrivé au pouvoir, Paul Kagame, va chercher maintenant à pacifier le Rwanda. Okay. Va demander à tous ceux qui étaient comme des déplacés, comme des réfugiés, de revenir. Que ce soit les Tutsis, que ce soit les Hutus. Mais maintenant, les pouvoirs qui avaient fui le Rwanda, les Hutus qui avaient fui là, la plupart vont refuser de revenir. Va préférer rester au Congo. Et ils vont s'entasser dans les camps avec des armes. Et c'est ce qui va constituer maintenant un danger. Et à un moment donné, les pouvoirs de la RDC, de Mobutu à l'époque, va se sentir dépassé. Et à un moment donné, il y aura même attaque dans ces camps de Mugunga à l'époque. Et les réfugiés vont s'éparpiller. Parce que les Rwandais commençaient déjà à voir qui était en train de s'organiser, voyaient déjà des gens qui sont allés avec des armes dans un autre pays, cherchent à s'organiser pour revenir encore combattre et continuer avec le génocide. Alors les Rwandais vont chercher à démanteler les camps de réfugiés. Et les réfugiés vont s'éparpiller. Et c'est là où le danger a commencé. Okay. Donc les Hutus rwandais vont disparaître de Goma, vont commencer à s'éparpiller. Or, nous avons aussi des Hutus congolais qui existaient. Okay. Dans la région de Rutshuru, dans la région de Massissi. Il y a des Hutus congolais qui existent. Okay. Maintenant là, quand un Hutu rwandais arrive, un Hutu congolais est là, tous parlent la même langue. Ah bon? Ça commence déjà, le problème commence là. Ces mixages-là commencent. Et ces brassages-là, on ne va jamais comprendre. C'est là où maintenant, on va avoir un deuxième phénomène qui va encore créer des dégâts. L'arrivée de l'AFDEL au pouvoir. Okay. L'AFDEL arrive au pouvoir. En fait, ce sont les Rwandais, comme vous les connaissez, les Tutsis, Les Tutsis. qui sont arrivés au Congo sous prétexte de chasser Mobutu. Mais en fait, ils pourchassaient les Hutus rwandais qui avaient des armes. C'était ça l'histoire. Okay. Alors, ils vont entrer et on va prendre Laurent Désiré Kabila pour le volet politique, pour dire que non, bon, c'est donner les problèmes, que quoi, le les Congo... pressions, mais leur problème était de neutraliser, voilà. de pouvoir, voilà. Leur problème était de neutraliser plutôt les Hutus
rwandais qui étaient au Congo, qui avaient des armes et qui menaçaient les pouvoirs du Rwanda. J'ai même appris qu'il y avait des camps qui étaient exterminés. Exactement. Il y aura des massacres qui vont s'en suivre. Il n'y a jamais eu même d'enquête jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment donné, Laurent Désiré Kabila a failli même avoir des problèmes avec la communauté internationale. Il demandait des enquêtes sur les différents massacres. Voilà, vous vous souvenez, on demandait des enquêtes. Alors, Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir avec les pouvoirs Tutsi. Au pouvoir. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Il ne faut pas s'attendre parce que à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas chanter le président Laurent Désiré Kabila. Même parmi ces massacres qui commençaient à coûter tout ça, si lui, et il va dire non, en tout cas vous les Rwandais, rentrez chez vous. Les Rwandais rentrent, vous connaissez les circonstances dans lesquelles ils sont rentrés. D'autres sont morts et quoi, tout ça, mais la plupart vont repartir. Mais le grand problème, c'est quoi maintenant? Kabila va demander, Laurent Désiré Kabila à l'époque, va demander à la population de pouvoir résister contre l'agression du Rwanda. Vous vous souvenez à l'époque? Et il vous dira, préparez des lances, des flèches, de quoi, tout ce qui peut bloquer. La guerre sera longue et populaire. Longue et populaire. Selon les informations que nous avons, on aurait distribué des armes même à certains civils pour faire barrière au Rwanda, afin que le Rwanda n'entre pas au Congo. Okay. Et c'est là où le phénomène groupe armé va commencer à naître. Parce qu'il y a des groupes, des ethnies congolaises à qui on va remettre des armes. Ça, c'est sous Mouzé. Sous Mouzé, Laurent Désiré Kabila, parce qu'il fallait bloquer l'arrivée des Rwandais. Okay. On va remettre, selon les informations que nous avons des historiens, on va remettre des armes et c'est comme ça qu'il y aura plusieurs groupes armés qui étaient là comme des patriotes pour bloquer l'avancée du RCD à l'époque. Et les Maïmaï. Oui, donc ça va constituer les Maïmaï, les quoi, tout ça. On va les doter des armes. Okay. Je me réserve qui a fait ça, mais si on enquête, on trouvera qui a fait ça. Selon les informations, c'est qui? Il y en a même qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale. Oh. Il y a vraiment des histoires qui se passent. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est grave, pour que les Tutsis n'avancent pas, on va utiliser les Hutus qui sont au Congo. Les Hutus rwandais qui sont au Congo pour bloquer l'avancée des Tutsis rwandais. Ok. Donc, selon certains documents, je vis, il y a des enquêtes là de Human Rights Watch, il y a des enquêtes de International Crisis Group. Ils ont beaucoup travaillé, j'ai tous ces rapports-là ici de 2005, de 2015. Il y aura même des résolutions des Nations Unies où on verra par exemple des Hutus rwandais être dotés de fusils, des armes. Par qui? Ils existent. Dans ces rapports-là, il y a des noms. Le rapport parle de qui? Si je cite les noms, ça va être comme non, parce qu'on parle du rapport, c'est pas vous. Oui. C'est un rapport, prenez les rapports. Je vais vous envoyer, je vais vous remettre les rapports. Prenez les rapports, donnez non, les rapports est là. On est à la télévision. Mais non, je préfère ne pas citer, pour ne pas créer des conflits, je ne vais pas préférer. Personne. Ouais. Je me battrai toujours. Vous voyez par exemple ces rapports ici. C'est un rapport de Crisis Group. Ça c'est un rapport de Human Rights Watch. Voilà. De 2005. Okay. Quand vous lisez ces rapports, on vous cite les noms des gens qui ont armé même qui paraissent dans ces rapports-là. Dans les rapports, on parle de qui? Non, je vous dis, vous allez découvrir. Je préfère pas hériter de sensibilité. Mais vous voyez un peu, à l'époque déjà... Aux Congolais, ils en ont droit. Ils ont droit. À l'époque déjà, on vous montre les cartes, donc le territoire de Kivu, comment c'était envahi. À l'époque déjà. Par ces Hutus rwandais qui étaient là. En 2015, la MONUSCO, qui a assez travaillé, ça c'est le code, c'est un journal de la MONUSCO, mais qui publie les rapports, va comprendre que finalement, il n'y a pas une autre solution que l'option militaire pour éradiquer les groupes FDLR là qui sont devenus les groupes violents ici des Hutus rwandais. Ça c'est en 2015. Ça c'est 2015. Donc il y a tous ces rapports là où ils vont même parler à 10 ans par exemple qu'il n'y a que la force pour ramener la paix. Ils vont même dire ça. Ouais, il n'y a que la force pour la paix. Ça c'est la résolution des Nations Unies. Parce qu'ils ont compris que l'enjeu était devenu très grave. On vous dit ici, les FDLR, la patience a ses limites. Parce que les FDLR étaient les plus grands groupes armés de la région en RDC. Le plus grand groupe armé, c'est FDLR. Donc, ils se sont regroupés, tous ces réfugiés-là.
se sont regroupés maintenant comme un groupe rebelle, comme une force pour reconquérir les Rwandais. Parce que FDLR, ce n'est pas force démocratique pour la libération du Rwanda, des choses comme ça. Et c'était devenu le plus grand groupe. Alors, les Nations Unies vont beaucoup travailler et vont trouver que les massacres commencent. On va même mener des opérations avec les FARDC. Vous voyez, contre les FDLR, les FARDC activent une opération de neutralisation. Il y aura des opérations Sokola ici, qui continuent jusqu'aujourd'hui. Il y a des opérations Kimia 1, Kimia 2. Il y aura des opérations Umoja, tout ça. Oui. Les M23 à l'époque là ne représentaient pas ces engins-là. Des opérations militaires dans l'est de la RDC soutenues par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité va même rendre des résolutions. Par exemple ici, les FDLR ont été désignés pour sanction le 31 décembre 2012, conformément aux critères établis au paragraphe 4 de la résolution 2078. Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours sur les forces de FDLR. Parce que cette force, elle est devenue une force nuisible. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour l'adapter? Je résume en disant que les Hutus rwandais qui ont fui le Rwanda à cause de l'arrivée de Tutsis au pouvoir, piloté par Paul Kagame, se sont retrouvés au Congo. Et Paul Kagame va les poursuivre au Congo à travers AFDEL et ils ne vont pas trouver les compromis. Et maintenant, AFDEL, certaines notabilités de AFDEL vont réarmer maintenant les mêmes Hutus rwandais pour résister contre les Tutsis. Vous voyez? Et ces gens existent, ils sont même au Parlement là-bas. Si on enquête, ils sont même là. Les noms sont là-dedans. Les noms sont là-dedans. Bon, vous allez me donner, je vais mettre ça dans les journaux. Comme vous ne voulez pas citer les non, je vais vous envoyer tous les rapports comme ça. Ce sont des rapports qui sont sur Internet. Ce ne sera pas nous, c'est les rapports qui disent. Nous allons citer sur base de tel rapport, on a cité telle personne. Vous aurez tout ça. Moi, je ne préfère pas hériter certains collègues qui sont dans ces c'est mon travail de journaliste. J'ai choisi ce travail. Il y a eu justement des complicités où les Hutus ont reçu des armes, les Hutus rwandais ont reçu des armes. Oui. Et ça, c'est devenu maintenant le danger. Laurent Désiré Kabila va passer, Joseph Kabila vient hériter une situation catastrophique avec plus de 100 groupes armés. Ça, vous connaissez, avec les territoires morcelés. Il va faire sa magie pour faire quand même une armée qui peut chercher à rétablir la paix. Vous connaissez ce que Joseph Kabila a fait. Joseph Kabila va chercher maintenant à faire en sorte qu'on puisse éliminer toutes ces forces négatives à travers des opérations conjointes avec le Rwanda. Parce que la solution, il fallait neutraliser les Hutus rwandais qui sont armés, qui constituent des menaces et pour le Rwanda et qui ont tué en RDC plus de 3,8 millions de Congolais. On a tué, que ce soit au Nord Kivu, quand vous prenez la carte ici, quand vous prenez la carte du Nord Kivu, quand vous prenez le Nord Kivu, vous trouvez que partout ici, ils ont tué. À Lubero, à Beni, Walikale, Masisi, Rutshuru. C'est là où on a beaucoup tué les Congolais. Les mêmes Hutus rwandais sont descendus au sud Kivu. Ils ont tué vers Mwenga, ils ont tué vers Shabunda, ils ont tué partout. Aujourd'hui, ils sont montés vers le nord. C'est eux qui tuent en Ituri. C'est eux qui ont lancé les gauches et Kodeko. C'est eux qui, aujourd'hui, avec l'armée conjointe ougandaise, on les a repoussés de la frontière. Ils sont en train de tuer entre Kisangani et Bunia. Vous avez suivi récemment qu'on a trouvé des têtes de gens égorgés, tout ça. Ce sont des Rwandais, des Hutus rwandais. Et donc, plus de 4 millions, plus de 5 millions de Congolais sont morts à partir de 1994 à cause de cette situation des Hutus rwandais qui existent dans le Congo. Voilà la situation. Donc, les Hutus rwandais constituent des menaces contre les Tutsis qui sont au Rwanda et les Tutsis qui sont au Rwanda pourchassent les Hutus. Et donc, ça crée maintenant un terre de conflit au Congo. Et c'est là où justement nous avons cette difficulté qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de souffrir parce que tout simplement nous avons été heureux, nous avons été un pays qui a accueilli les réfugiés rwandais. Mais comment on est arrivé jusqu'au M23 maintenant? Parce que là vous parlez de FDLR. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que pour le moment les Hutus rwandais existent, armés, constituent des menaces contre les Rwandais. Vous voyez. Mais ils sont en train de tuer aussi au Congo pour vivre.
C'est comme ça, vous voyez la région de Beni où on a massacré beaucoup de gens. On a, vous voyez la région de Luturu où on a massacré. Tout ça, il y a eu des témoignages où on a trouvé que les gens qui tuaient parlaient la langue Kinyarwanda, étaient accompagnés des femmes et des enfants à se déplacer. Toute une famille. Ils ont tué pendant plusieurs temps entre Goma et Butembo. Alors maintenant, comment on arrive à M23? Kagame va réfléchir. Il trouve que non, les groupes là des Hutus rwandais constituent des menaces directes à sa frontière. Et que s'ils s'organisent, comme le Rwanda c'est un petit pays, ils peuvent entrer le même jour et renverser le gouvernement rwandais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je ne dis pas que c'est l'affirmatif, mais ça ce sont les analyses politiques. On va créer un bouclier entre le Rwanda et la RDC. Un bouclier constitué de groupes rebelles, des groupes armés, entre guillemets, congolais. M23. Ok. Donc en fait, M23 joue le rôle de bouclier entre la RDC, entre les rebelles Hutu-Rwandais et les Rwandais. C'est là que le Rwanda on leur a créé comme une base pour empêcher cette agression chez eux. C'est ce qu'on a toujours dit, mais il n'y a pas d'affirmation officielle. Ok. Mais il y aura au moins M23 qui va naître dans cette région-là. Et M23 va revendiquer chaque fois les attaques contre les Banyamulenge, les quoi, tout ça. Donc les intérêts, Tutsi. Vous voyez. Mais en fait, les problèmes étaient réels. Parce que ces Hutu-Rwandais sont armés, tuent, pillent et violent. Vous vous souviendrez de tout ce qu'a dénoncé Denis Mukwege dans les rapports Mapping. Ce sont les FDLR, ce sont des Hutu-Rwandais qui ont fait ça. On ne doit pas se voiler de face. Il y a partout, il y a des endroits où ils ont tissé des relations avec les autochtones. Alors ça fait aujourd'hui en sorte que la M23, c'est devenu comme une force tampon là, qui patrouille dans la région et qui bloque l'attaque, par exemple, du Rwanda. Mais la menace devient réelle, d'autant plus que même l'Ouganda, maintenant, avec les ADF qui étaient là, vont faire maintenant la coalition avec les FDLR. Et c'est là où on va parler plus des ADF. Mais en fait, les Hutu-Rwandais sont là. Et c'est eux qui continuent à massacrer. Alors, aujourd'hui, cette situation est tellement devenue ambiguë qu'on ne sait plus comment combattre parce qu'effectivement, le danger est réel. Le danger, ça veut dire qu'on a des Hutu-Rwandais qui existent au Congo et qui sont en train de tuer, de piller, de violer. Mais pour l'instant, on ne parle pas des FDLR, on parle de M23, c'était ça ma préoccupation. Oui, voilà, c'est là où... Vous en pensez quoi? On n'a pas attaqué les M23, on doit laisser les M23 pour chercher les FDLR? Non, c'est là où on doit être prudent. C'est là où il faut bien orienter la question. Je viens de demander une question orale avec débat au Premier ministre sur la politique régionale, justement, parce que maintenant, là, il faudrait que l'Assemblée nationale et toutes les institutions de la République travaillent de fond pour comprendre effectivement tout ce qui se passe à l'Est. Je le rappelle, vous avez suivi ici, il y a des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports de International Crisis Group, il y a des rapports de Amnesty International, il y a les rapports de MONUSCO. Mais on n'a pas encore vu les rapports de la République démocratique du Congo ou du gouvernement ou de l'Assemblée nationale sur ce qui se passe à l'Est. Alors c'est important maintenant que les institutions travaillent un peu à fond et mettent vraiment du sérieux pour comprendre. Parce que les FDLR qui sont là sont en train de tuer. Les M23 qui sont là par prétexte sont en train de tuer et détruire le Congo. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Qu'il y ait la paix dans les régions, qu'il n'y ait aucun groupe armé. C'est ce que nous voulons. Parce que dans mon raisonnement, chaque fois qu'il y a ces Hutu-Rwandais qui sont des FDLR, les Rwandais trouvent des prétextes pour attaquer le Congo, pour dire qu'il y a les risques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les M23 vont toujours trouver aussi des prétextes pour attaquer le Congo. Les ADF vont trouver des prétextes pour attaquer aussi les autres groupes armés. Pour l'instant, le gouvernement congolais dit que les M23, c'est le Rwanda, il faut maintenant la guerre. Vous en pensez quoi? Ça, c'est la déclaration. Je respecte mon gouvernement congolais. C'est leur déclaration. S'ils ont dit ça, ils ont des éléments pour avoir qualifié ça. Je respecte. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un travail approfondi. Approfondi
pour terminer ces problèmes-là. Et terminer ces problèmes, ça veut dire quoi? Il faut éradiquer tous les groupes armés qui sont dans la région. Pas seulement les M23. Pas seulement les M23. Mais comment éradiquer ces groupes quand il y a des complicités? On accuse les officiers, nos officiers. On vous accuse aussi, vous les députés. Vous, d'ailleurs, votre président aussi, il a demandé que vous puissiez quitter les groupes armés. Mais on titille un peu sur vous de l'Est. Hein. Ce sont justement des antivaleurs qu'on doit maintenant, on doit travailler sur ça. En fait, comme vous le dites là, s'il y a des députés qui sont impliqués dans cette affaire, dans ces affaires de l'Est, il y en aura sûrement. Il faut enquêter et les arrêter. Si on trouve qu'il y a des officiers qui sont impliqués, il faut enquêter et les arrêter. Si on trouve qu'il y a des responsables d'institutions qui négligent, il faut enquêter et les arrêter. Donc je voudrais dire quoi? La situation de l'Est, pour le moment, demande une conscientisation au niveau national, une cohésion, une unité, pour que les gens, à un moment donné, se dépassent et acceptent de se sacrifier pour trouver la solution. Parce que si on ne le fait pas comme ça, donc même les militaires qui sont au front, heureusement beaucoup de Congolais sont en train de soutenir nos militaires qui sont au front, ça c'est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Soutenir, c'est aussi leur donner plus de moyens. Soutenir, c'est aussi sanctionner ceux-là qui détournent les moyens qui sont donnés à l'armée. Soutenir, c'est aussi leur doter de matériel qui permettra à ce qu'ils soient protégés. Alors, il faut qu'on fasse un effort. Si par exemple il y avait ces Congolais-là égarés qui sont en train de bloquer la situation ou de faire des marchandages ou faire des business au sein de l'armée, il faut qu'ils prennent conscience pour quitter ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la situation, elle est grave. Soutenir, c'est aussi chasser l'ambassadeur rwandais qui est ici. Bon, attention, il faut maintenant prendre le contexte régional. C'est là où nous devons être très prudents. Ok. J'ai aimé les tweets du gouverneur du Nord Kivu, Julien... Paluku, oui, l'ancien, l'actuel. Kassivita. Ok. Bon, il est en veilleuse, mais il est quand même gouverneur. Il a dit ceci: tout Nande n'est pas Maï-Maï. Tout, j'ai oublié la citation, mais il a dit quand même qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Parce que, comme je le disais, il y a des Hutus rwandais qui existent. Vous savez que notre frontière, il y a des peuples qui sont de part et d'autre. Ma tribu, par exemple, elle peut être en Ouganda, mais elle est aussi en Ituri. Mais maintenant, si nous ne savons pas faire les distinguos de ces éléments-là, on va créer une guerre qui ne va pas se terminer et on va créer des représailles sur la population. Donc là, oui, parce qu'on va faire des confusions. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui s'appellent les Banyabouisha. Mais il y a une ethnie Bouisha, il y a la chefferie de Bouisha qui existe officiellement dans la région Nord Kivu. Mais aujourd'hui, tous les Hutus rwandais sont en train de se taper le nom de Banyabouisha. Maintenant, on va s'attaquer même aux Bouisha, aux vrais Bouisha qui existent et qui sont congolais. Vous voyez? Alors, tout ça, dans les travaux... Mais on dit qu'il y a des Congolais aussi qui cachent les autres, là, comme ils sont des Hutus ensemble. Voilà, ça aussi. Il y a des Tutsis, quand ils rencontrent des Tutsis, ils les cachent ici. Oui, ça aussi. Ce sont des choses qu'on doit... L'armée doit faire quoi? Il y a par exemple... On dit que vous arrivez dans un village comme ça, vous ne voyez rien, la population a caché les gens dans les Vous voyez par exemple des Congolais, par exemple, qui hébergent l'ennemi. Ça existe aussi. Mais on doit multiplier les forces, les renseignements. C'est comme ça, nous, par exemple, quand on a travaillé dans notre commission de défense et de sécurité, quand nous avons travaillé sur l'état des sièges, nous avons demandé qu'on fasse la réforme de l'armée. Et la réforme de nos forces de sécurité, ce n'est pas seulement l'armée, c'est aussi, par exemple, les renseignements militaires. On doit doter nos forces de renseignement avec de nouveaux matériaux. On doit les outiller, les former et étendre leur rayon d'influence. On doit par exemple travailler sur la sécurité intérieure en renforçant la police. Il faut avoir une police par exemple qui appuie les FARDC. Quand les FARDC se battent, la police est derrière pour les appuyer. Tout ça, ça exige des réformes, ça exige des matériels. On doit maintenant passer par exemple par des matériels de vision de vision nocturne, par exemple des matériels de visibilité nocturne. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais ce qui est important pour le moment, c'est faire un débat de fond sur la situation de l'Est. Un débat de fond pendant qu'on nous attaque, pendant que les gens meurent. Oui, mais... Parce que là, il y a l'escalade verbale, on tend vers la guerre, là déjà qui a commencé. Oui. Et on voit un rapprochement Ouganda, Rwanda, tout ça pour marcher sur mais nous avons quand même une armée qui existe. Donc nous sommes en train de nous battre,
Mais au même moment, c'est important maintenant de réformer cette armée, de leur donner beaucoup de moyens, de sanctionner les antivaleurs au sein de l'armée, surtout les forces. Je parle des forces de sécurité parce que c'est une combinaison, ce n'est pas seulement les militaires. Les militaires peuvent aller frapper, mais il faut que les capitales du village et celui qui est au village sache donner des renseignements. Et tout ça, ça passe par une responsabilité. Et donc, pour le moment, il faut qu'on fasse un débat de fond pour qu'on comprenne les problèmes. Nous avons demandé dans notre commission de défense et sécurité, quand nous avons assisté aux travaux, qu'on puisse commencer par ces réformes et qu'on travaille beaucoup avec la population, qu'on puisse identifier par exemple les réfugiés qui sont en RDC. On n'a jamais pu le faire. Quand vous allez par exemple dans les territoires de Massissi, c'est plein de réfugiés ou Rwandais qui sont là, mais on ne sait pas qui est rebelle, qui n'est pas rebelle. On ne les a jamais identifiés, ils sont armés. Question directe. Pour ou contre la guerre aujourd'hui contre le Rwanda? Attention, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous dites la guerre, vous savez que la guerre, je respecte mon président Moïse qui a dit, la guerre ne résout pas la solution. Quand on est attaqué, agressé, on fait quoi? Il faut, quand vous allez faire la guerre maintenant, il y aura des destructions. Il y a déjà des destructions avec des morts. Oui. On aura encore des destructions, on aura encore des problèmes à résoudre, mais il faut voir plutôt, à science là, il faut voir quel est le vrai problème maintenant. Le vrai problème que nous avons à l'Est est que nous avons un groupe d'étrangers qui existe et qu'il faut chercher à remettre chez eux. Comment? Mais c'est ça justement, si nous travaillons avec les institutions, on saura comment, ce n'est pas la question d'une seule personne. Parce que c'est les faits que nous avons, comme vous, journalistes, vous parlez des faits. Les faits que nous avons pour le moment, il y a des étrangers armés chez nous qui servent de prétexte aux autres qui viennent nous agresser. Et ces étrangers armés sont en train de nous tuer, de nous violer, de nous déplacer tous les jours. Ça, c'est un fait. Ce qu'il faut faire, c'est nous d'abord avoir la force de pouvoir les maîtriser. Parce que les FDLR ne peuvent pas dépasser l'armée congolaise. Les FDLR, même s'ils sont nombreux... Qui finance tous ces gens? Qui leur finance? Maintenant, ils sont en train de travailler... En nourriture, qui finance? Qui leur entretient? Les rapports là, quand vous allez lire les rapports là, vous allez voir que les FDLR sont bien organisés. Ils ont même des représentants en dehors de la RDC, ou même en Europe. Et puis le M23? Oui, justement, ce sont des organisations terroristes qui existent, donc qui sont bien financées par des personnes bien... On parle de multinationales. Ça peut aussi être des multinationales. Mais quand vous lisez un rapport là, vous aurez toute la lumière. Moi, je préfère pas rentrer dans ces débats, mais si... Vous ne voulez pas me parler de ce rapport? Il faut me donner ce rapport, je vais lire. Oui. Parce que vous apparemment, vous ne voulez pas citer... Mais vous avez l'immunité, vous avez peur de citer les gens. Pourquoi? Non, ce n'est pas question d'immunité. Vous avez l'immunité, non? On va vous arrêter. Il y a l'éthique aussi. Vous avez l'éthique chez vous, les journalistes, nous aussi, nous avons notre éthique. Oui, quand c'est les rapports qui disent, dites votre... Et puis vous savez qu'il y a... Donnez-moi d'abord les rapports. Moi, je vais citer les noms. Vous n'allez pas les lire à... Oui, mais je peux le lire en ligne. Moi, je dois citer les noms de quelqu'un ici. Non. Mais pourquoi vous ne voulez pas citer les noms de quelqu'un? On a cité les noms de quelqu'un. Les rapports est là. Les rapports est là. Si vous les lisez, c'est un rapport de quarantaine de pages. Si vous les lisez, vous aurez... Je cherche, je vais voir un endroit où je vais voir les noms de quelqu'un, je vais citer. S'il y a des gens qui sont dans les groupes armés qui financent les rebelles, vous leur cachez pourquoi? Bon, nous sommes à un moment où nous devons regarder des images comme ça où les pauvres enfants. Est-ce que c'est un malheur de vivre au Congo? Est-ce que c'est un malheur de naître au Congo? S'il y a des gens qui sont à la base de cette situation, dénonçons-leur, parce que même le président de la République s'en est plaint de la complicité des infiltrations. Aimons le Congo, honorable. Des images comme ça des enfants. Ça fait mal. Je vous dis que ces rapports... Moi, je vais citer leur nom. Si on va m'arrêter, je suis habitué, je vais citer le nom de quelqu'un. Ces rapports... C'est dans quelle page? Dans il y a le nom des gens. Ces rapports sont sur Internet. Ça veut dire que tous nos services de sécurité lisent. Et quand ces rapports sont produits, sont transmis officiellement au gouvernement. Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils ont le temps? Non, mais on a tout un service de sécurité qui existe. Moi, je ne peux pas dire que nous n'avons pas un service qui lit les rapports. Et quand ces rapports sont produits officiellement, on les envoie au gouvernement. Vous savez qu'une fois, tous ceux qui produisent ces rapports ont même été chassés de la RDC. À un moment donné, là, vous savez que la dame là, de Human Rights Watch a eu des problèmes même avec la RDC. Et d'ailleurs. Oui. Il y a des éléments qui sont là. Alors, notre pays, vous avez vu par exemple, je ne vais pas citer, bon, je peux citer même. Vous avez vu comment par exemple notre collègue Mende réagissait à tous les rapports. Mende qui? La mère Mende. Vous avez vu comment il réagissait à l'époque à tous les rapports, par exemple.
Et pourtant, ces rapports-là, il faut les critiquer, il faut les analyser. Il y a des éléments qui sont dedans. Quand on vous dit là-bas, toute l'histoire, le contexte, tout ce que nous traversons comme calvaire aujourd'hui à l'Est, Human Rights Watch connaît tout et publie les rapports qui sont sur le site internet. L'International Crisis Group, la MONUSCO qui est avec nous, connaît toute la situation de A à Z. Dites-vous, pourquoi les opérations conjointes des Nations Unies avec les FARDC n'ont jamais abouti? Ce sont des raisonnements qu'on devrait mener au niveau du gouvernement pour comprendre où se trouvent les problèmes. Les Nations Unies gaspillent combien de milliards de dollars dans les opérations en RDC, mais sans résultat. Il faut qu'on leur pose la question, où se situent les problèmes? La RDC a mis beaucoup de budget. Cette année d'ailleurs, j'ai parlé avec mon collègue Bolingueteng, honorable Bolingueteng, qui me disait qu'ils ont même ajouté presque 340 millions sur le budget de la défense cette année, au niveau de la Commission de défense et sécurité. Ça change quoi? Oui, mais ça change. C'est ça le problème. C'est comme ça que je disais à mes collègues du Nord Kivu, vous donnez 100 000 dollars au FARDC, ce n'est pas mauvais. Mais le paix qu'on leur donne déjà, si on ne l'utilise pas bien, ça va nous créer des problèmes aussi. Donc, le problème, c'est que la matière que nous sommes en train de traiter pour le moment à l'est de la RDC, ce n'est pas une matière des extraterrestres. C'est une situation qui est connue. On doit faire quoi? C'est là l'honorable Irachan. Si vous devez donner un conseil au président de la République et au gouvernement qui vous suit maintenant. Je vous donne un exemple. Nous avons travaillé pendant 4 mois sur l'évaluation de l'état des sièges. On a travaillé pour la période de mai, juin, juillet, août. On a produit les rapports. Septembre, nous avons voté ces rapports dans la salle de plénière, à l'Assemblée nationale. Et il y avait des recommandations et des résolutions. Mais jusqu'aujourd'hui, ces recommandations et résolutions n'ont pas été appliquées. Vous allez dire que la faute, c'est à qui? Quelques recommandations que je vous donne. Il fallait par exemple constituer une commission pour pouvoir enquêter sur les fonds qui sont utilisés au sein de l'armée. Cette commission n'a jamais vu les jours. Parce qu'il y a des militaires qui ne perçoivent pas leur solde, d'autres qui ne perçoivent pas la totalité. Oui, il fallait une commission pour enquêter sur les fonds au sein de l'armée. On n'a jamais vu ça. Il fallait une commission qui allait suivre toutes les recommandations de la commission de défense et sécurité au niveau de ce qui se passe dans les systèmes sécuritaires. On n'a jamais vu cette commission-là, cette commission spéciale mise en place. Il fallait le plan de sortie de l'état de siège parce que tout ce que nous avons fait comme études avec les experts du gouvernement, des experts militaires, des renseignements et même des polices, on a trouvé que l'état de siège ne pouvait pas répondre à des besoins pour le moment et qu'il fallait revoir la stratégie. Il fallait donc le plan de sortie avant la 10e prorogation. Est-ce qu'on a appliqué ça? On n'a pas appliqué. Pourquoi? C'est ça la question que j'allais me poser parce que moi-même je n'ai plus de réponse. J'ai écrit à l'Assemblée nationale et puis il n'y a pas de suite. Qui est le chef du gouvernement? C'est Sama Lukonde. Je vous donne un autre exemple. On avait demandé dans cette commission défense et sécurité qu'on puisse revoir les différentes chaînes de commandement. Aujourd'hui, vous avez lu les tweets de Peter Kazadi qui dit que non, et ils n'ont jamais touché. C'était d'ailleurs la question que je voulais vous poser en dernier lieu. Parce que... Mais l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, a voté des résolutions. On a voté une résolution pour commencer la réforme au sein de l'armée ou des systèmes de sécurité. Que pensez-vous de la position d'un cadre du parti présidentiel, Peter Kazadi, député provincial, mais on connaît son influence au sein du régime, qui estime que le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi, parce qu'il n'a nommé aucun officier. Donc le chèque de l'Est, ce n'est pas lui, les officiers ne sont pas... Bon, il dit qu'il n'a nommé aucun officier. Ça veut dire que s'il y a des choses qui se font, ce n'est pas l'UDPS. Je ne peux pas rentrer dans les cadres de ces débats avec l'UDPS parce que je ne peux pas faire un débat avec Peter Kazadi. C'est un député provincial, je le respecte. Et c'est un cadre de l'UDPS, comme moi je suis cadre d'Ensemble. Mais je ne préfère pas rentrer dans ces débats, mais je préfère rester dans ma fonction de député national. Pour dire que notre responsabilité, si nous ne l'assumons pas, si nous ne l'appliquons pas, nous allons toujours créer des problèmes. Oui, mais les officiers sont de la République, qu'ils soient nommés par Joseph Kabila, par Félix Tshisekedi ou par notre président. Ils sont d'abord de la République. Ceux qui sont agents de l'État sont de la République.
Comment un cadre d'un parti peut dire que la situation de l'Est, ce n'est pas nous parce qu'on n'a pas nommé ses officiels? Non, mais est-ce que le débat est là? Les recettes que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est des gens qui sont... Est-ce que les débats, le propos ne sont pas irresponsables? Non, moi je ne peux pas dire ça. Vous relativisez. Non, je vous disais qu'il faut respecter la démocratie. Donc ça, c'est son point de vue, ça l'engage. Il a réfléchi. Votre point de vue sur ces propos, c'est quoi? Non, ça, c'est lui qui a parlé. Et je sais qu'il a ses raisons à lui pour dire ça. Mais moi, je vois les problèmes. Pour le moment, les problèmes, c'est quoi? Et que nous sommes en position où il faut renforcer l'armée. Pour moi, c'est ça le problème. Okay. Et donc, pour le moment, il faut canaliser de l'énergie pour renforcer, pas seulement l'armée, mais nos forces de sécurité pour combattre. Et parce que, vous savez, ce dossier est un peu délicat. Il y a des officiaux qui sont très efficaces, mais il y a aussi des brebis galaises qui existent. Okay. Parce que moi, je vous dis, quand j'ai visité l'Est, vous voyez des généraux qui marchent et qui circulent à pleine forêt en train de combattre avec des troupes. Et parfois, vraiment dans des conditions inhumaines. On a vu ça. Donc, on ne va pas dire que bon, ce général-là, il est mauvais, quoi, tout ça. Mais si on a un minimum d'une commission qui enquête, qui sait quand même dire que celui-ci a bien travaillé, celui-ci n'a pas bien travaillé, mettons quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va avancer. Parce que pour le moment, ne voyons pas la gestion IDPS, ne voyons pas la gestion FCC, mais voyons les problèmes et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ces problèmes-là. Donc, il ne faut pas aussi fuir les problèmes. Ça aussi, c'est un danger. Parce que les problèmes, comme je suis en train encore de les répéter, il existe un groupe armé étranger. Ce n'est même pas seul un groupe armé. Parce que vers les sites Kivu, il y a les rebelles burundais qui sont là, qui sont très nocifs, qui emballent tous les jeunes de la région. Vous allez à côté du Rwanda, il y a les groupes FDLR, là, les Hutus rwandais qui sont là, qui emballent presque tout le monde de la région. Vous allez au nord, il y a les rebelles ougandais, ADF, qui sont là. Et ça prend beaucoup de gens. Et donc, vous allez vers le Soudan, il y a les rebelles sud-soudanais, une partie au Congo. Donc, il faut voir ces problèmes-là en face et réfléchir sur les différentes solutions. Et je ne dirais pas que nous, les Congolais, nous sommes incapables de trouver des solutions face à ces problèmes-là. Mais c'est le problème de volonté et de responsabilité. Vous savez que c'est trop dangereux quand nous sommes en train de tripatouiller sur les différents textes que nous avons au niveau de la République. Quand nous avons des lois que nous ne respectons pas, nous cherchons d'adapter la loi, tailler la loi sur mesure. Ça finit par nous rattraper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la RDC. Quand on vous dit, prenez ces 10 000 $, achetez tel engin de guerre, il faut prendre cet argent, vous achetez l'engin de guerre. Mais quand vous allez commencer à mettre les histoires dedans, tout ça, des réflexions, quoi, tout ça, vous n'allez pas en finir. Donc, à un moment donné, il faut que la justice puisse sanctionner. Vous savez que normalement, notre justice militaire devrait accompagner les militaires sur le front, en sanctionnant, en faisant des chambres foraines, en sanctionnant immédiatement sur le terrain, ceux-là qui sont en train d'être égarés. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce qu'ils le font? Ce sont des questions auxquelles on devrait se poser. Donc le travail, comme on l'a analysé au niveau de la Commission de défense et sécurité, ne se fait pas comme il faut. Que ce soit à travers les ministères de la Justice, les ministères de l'Intérieur, les ministères même de la Défense, il y a beaucoup de choses qu'on doit réformer. Donc avant de pouvoir combattre un ennemi, et je voudrais vraiment que je puisse conclure par là. Avant d'attaquer l'ennemi, aujourd'hui tu as posé la question, il faut la guerre, oui ou non avec les Rwandais. Mais il faut d'abord que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts? C'est très important ça. Est-ce que nous nous sommes préparés? Quand tu vois quelqu'un là dans l'avenir, chaque fois qu'il passe là, il est fort, il peut te battre, il peut te faire ci. Mais le jour où toi tu veux l'affronter, tu dois d'abord te préparer. Tu dois te préparer aussi. Vous estimez que le Rwanda a une puissance de feu plus que nous? Je n'ai pas dit ça. Le Rwanda va nous taper. Mais j'ai dit ça, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que nous sommes prêts? Selon vous, nous sommes prêts ou pas? Non. Vous savez, quand on a fait l'évaluation de la commission de défense et sécurité, on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai toujours dit ça. Vous voyez Minembwe, ça a toujours posé problème, non? Les gens pensent que non, bon, Minembwe va aller au Rwanda. Mais nous, gouvernement congolais, nous ne savons pas entretenir la route qui va de Uvira jusqu'à Minembwe. Bon, Minembwe est enclavé. Il faut arriver à Minembwe par un petit avion. Il faut ravitailler les militaires par un petit porteur. Il faut faire la rotation des troupes par un petit porteur. Et vous savez combien de véhicules j'ai trouvé à Minembwe? 2 véhicules. Je dirais même 3 avec précision. Les véhicules
une ambulance à l'hôpital, un 4x4 de l'armée et puis un 4x4 de la MONUSCO. 3 véhicules dans Minembwe. Pourquoi? Parce que la route n'existait pas. Bon, notre gouvernement ne parvient pas à arranger la route parce qu'il faut approvisionner des munitions, il faut approvisionner la nourriture, il faut approvisionner je ne sais pas quoi, l'eau et quoi, tout ça. Mais comment nous n'allons pas perdre parfois une partie de nos terres si nous ne savons pas nous-mêmes les obligations que nous devons vis-à-vis de l'État congolais? Ce sont des choses que nous devons réfléchir. Je suis allé au triangle de la mort à Beni. Il n'y a pas de route, c'est le pauvre Ngoïmou qui vient de mourir, qui a fait une initiative où il a cherché un peu de l'argent, on a essayé d'arranger les routes, génie militaire, tout ça, mais il n'y avait pas de route. Mais comment nos véhicules vont acheminer des matériels militaires quand il n'y a pas de route? Vous avez vu quand Ouganda est entré, ils ont commencé d'abord par arranger la route. Ok, donc? Alors, si nous n'avons pas la route, il faut qu'il y ait des avions pour transporter des effets militaires et les déposer quelque part. Est-ce que nous avons des hélicos qui transportent, par exemple, des munitions, qui transportent beaucoup de choses pour aller... Donc, quelque part, commençons par... Donc, on ne se lance pas directement en guerre contre le Rwanda, on risque de regretter. Hein. Non. En fait, on ne va même pas arriver à la guerre. Ce qui est vrai, on n'arriverait pas à la guerre. Les Congolais mais on est déjà en train de nous battre. Non, on n'en arrivera pas. On est déjà en train de nous battre. Vous savez, Peter, je vous dis, la guerre, c'est la plus mauvaise des choses. Mais nous devons nous défendre. Vous savez parfois... Quand nous sommes attaqués, nous devons nous défendre. Je ne suis pas contre l'Ouest. Mais vous ne savez pas les affres de la guerre. La guerre, il ne faut jamais souhaiter la guerre. C'est vrai que qui veut la paix prépare la guerre. Je n'en disconviens pas. Mais cherchons toujours les dialogues, c'est d'abord mieux. Et c'est là où je vais remercier Félix. Moi, je suis des ensembles. Parfois, il y a des choses que je ne partage pas avec le président de la République. Mais là où je vais les remercier, il a fait un effort pour parler au maximum, pour aller jusqu'au niveau où il a appelé même Kagame son frère. Malgré ça. Oui, ça c'est la haute diplomatie. Fachi a tout fait, malgré ça. On nous attaque toujours. Maintenant, là, le problème c'est quoi? Là où je dis on n'en arrivera pas à la guerre. Il a abusé de la confiance de Fachi. Oui. C'est là où j'ai beaucoup aimé le président Félix, effectivement, parce qu'il a donné toutes les chances pour que nous puissions avoir la paix. Le Rwanda a été de mauvaise foi. Alors, le problème, c'est quoi maintenant? Tu sais, maintenant, nous sommes dans la communauté de East Africa. Cette communauté-là regroupe beaucoup de pays de la région. Et ne peut pas accepter, nous, en tant que membres, que nous puissions nous battre avec les Rwandais. Et pourtant, nous sommes plusieurs membres, Burundi, Kenya, tout le monde là-bas. Mais la région accepte que le Rwanda nous attaque via les M23, en endeuillant des familles, on nous tue au quotidien. Ce sont des problèmes. On ne va pas faire la guerre, mais on doit nous défendre. Trop, c'est trop. Et justement, ce sont des problèmes qu'on doit résoudre. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction du gouvernement qui a pris des dispositions pour convoquer l'ambassadeur et qui a rompu les vols de Rwandais. Ça, c'est bon. Il faut réagir parce qu'avant d'arriver à la guerre, il y a des processus, il y a des procédures. Okay. On ne va pas du jour au lendemain commencer la guerre. Mais moi, j'ai aimé, nous avons un gouvernement qui a riposté. Et ça a été un message fort. Mais les problèmes restent. Les problèmes, tant que les forces négatives sont au Congo, les problèmes restent. Donc, même si Kagame reste au Rwanda, il n'attaque pas la RDC à travers M23. Parce que supposons que c'est lui qui le fait, comme le gouvernement l'a dit. Mais notre problème reste du fait que nous sommes égorgés tous les jours, nous sommes tués tous les jours à Ituri, au nord Kivu et aussi du Kivu par des groupes armés étrangers qui sont en train d'exercer des influences négatives sur la population. C'est un problème qui reste. Merci, honorable, on a compris. Vous êtes pacifiste, hein? Non, je voudrais quand même qu'on voit la réalité en face. Même pas en guerre. Non, je voudrais qu'on voit la réalité en face parce que bon, vous n'êtes pas peut-être... vous n'avez pas participé à des offensives militaires. Moi, si j'enlève les véhicules, j'ai des traces de balles ici. Vous ne connaissez pas les affres de la guerre. C'était entré ou c'était passé? Non, c'est trop d'histoire. Hein? Vous avez des même ici, partout ici, j'ai des traces de balles. Même ici, tout ça sont des traces de balles. Mais je vous dis, je voudrais juste dire ceci. Dans l'Est, là, vous mettez les camos. La guerre, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. La guerre, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Et quand tu vois quelqu'un tomber à côté de toi, plein une balle dans la tête, mon chéri, je te dis que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vois comment les armes détruisent les métaux, hein, l'ibendé, ça détruit ça. Et toi qui es humain comme ça, je te dis que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Alors, mais les résolutions des Nations Unies ici disent clairement que la seule option pour neutraliser
ces groupes-là, ça reste la force. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut mutualiser les forces et il faut que la communauté internationale et tous ces gens se réunissent et qu'on parle sur cette affaire-là des FDLR, des forces négatives étrangères qui sont en train de tuer au Congo. Merci beaucoup. Très important. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous avez des balles, c'est pas entre. Vous avez quoi, les gris-gris, vous avez des camos. On vous a lavé chez vous pour que si... Non, il faut être toujours en ordre avec Dieu. Il faut avoir un bon cœur, et même si vous êtes au front, on même dit si dans vous votre tire sur tribu là. vous. Non. En fait, il faut être de bon cœur. Vous êtes des Mohamis. Si vous êtes de bon cœur, vous êtes Mohamis. Même les gens de l'armée savent, hein, même les militaires savent que quand vous êtes au front, quand vous n'avez pas de problème, jamais la balle peut vous toucher. Ça ne peut pas vous tuer quand vous n'avez pas de problème. Les gens qui meurent sont des gens qui ont des problèmes. Donc, il faut respecter la parole de Dieu, c'est très important. Il ne faut pas faire de mal aux autres. Il ne faut pas faire quoi? De mal aux autres. C'est vraiment... Et c'est ça le principe que nous gardons. Même oui, vous avez raison. Mabela Bakoko, honorable, la terre de nos ancêtres. Ouais. Ils sont avec nous assez souvent dans toute notre lutte. Merci beaucoup. Un message de FRDC en 1 minute. De mobilisation, de force. Oui. Non, en tout cas, je demande au FRDC de tenir bon. Nous sommes une armée capable. Je l'ai vu de mes propres yeux au front. Nous sommes une armée capable. Seulement, un petit tonus qu'on nous donne la force en nous donnant des matériels et en nous motivant avec les moyens, la nourriture et l'argent. En tout cas, je pense que nous sommes une meilleure armée même en Afrique. Merci beaucoup. Comeback Arnaud Massamba. Merci beaucoup. Merci à Reveil Koupa. Merci à Richard qui est là. Merci à Emmanuel Momba, merci à Pat Fouta, Baraka Bedos, clin d'œil Dipro, Vitadeps. Grand merci à vous, honorable, d'être passé. Le message est passé. Même si vous avez refusé de citer des noms. Mais le message les noms, vous allez lire. Parce que les Congolais n'aiment pas lire les rapports. Je n'ai pas cité les noms pour les pousser à lire les rapports. D'accord. Et il faut trouver les noms, les différents noms. Merci beaucoup. Merci au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembo, Excellence. Merci pour la communication du RLR-TNC. J'ai senti cette détermination et merci pour le soutien. Ça nous va droit au cœur pour l'affaire Bouya. Nous sommes très reconnaissants. Patrick Mouyaya Katembo. FARDC, Bendele Koyate. Oezama Belea Bakoko. Nous sommes de cœur avec vous. Sous l'impulsion du chef de l'État, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la vie de la nation, de l'avenir de nos enfants. Nous devons défendre ce pays. Monsieur le Président de la République, avec toute l'armée, le Congo est derrière vous pour des actions concrètes. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas demain, la déclaration des journalistes, ce sera à 10h à Fatima. Cette émission est terminée. Au revoir.